beaucoup d'être notre invitée ce matin. Vous êtes candidate à la présidentielle, candidate pour Lutte ouvrière et on est ensemble pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Bonjour. On commence évidemment par une question sur l'Ukraine. Nathalie Arthaud, 13e jour de guerre en Ukraine. Si vous étiez présidente de la République, qu'est-ce que vous feriez, vous? Est-ce que vous agiriez comme Emmanuel Macron? Comme lui, non, ça c'est sûr. Non. Moi, je m'appuierai sur l'aspiration à la paix, à ce que les armes se taisent, qui existent dans la population ukrainienne déjà, puisqu'on voit un certain nombre de manifestants en Ukraine, d'ailleurs, qui sont systématiquement arrêtés, persécutés, etc., mais qui n'en veulent pas de cette guerre. Et puis sur l'aspiration à faire taire les armes qui existent aussi en Ukraine. Voilà, parce que moi, je pense que... Russie, c'est en Russie qu'ils sont arrêtés. Oui, mais il y a aussi en Ukraine des femmes et des hommes qui veulent que les armes se taisent. Il y en a aussi en Ukraine. Et donc, moi, je m'appuierai là-dessus pour qu'on fasse tout pour qu'il n'y ait pas un bain de sang. Voilà. Alors, vous vous êtes prononcé contre les sanctions économiques en disant à la fin, c'est toujours les populations qui trinquent. Mais vous êtes aussi prononcé contre la livraison d'armes à l'Ukraine. Est-ce que ce sont des positions que vous maintenez? Moi, je dois avouer que je suis révoltée de voir que finalement... c'est le camp occidental impérialiste qui a contribué grandement à plonger l'Ukraine dans cet enfer-là. Pour vous, les responsabilités sont partagées? Ah, bien sûr qu'elles sont partagées. Bien sûr. L'OTAN a ceinturé la Russie, l'Occident et la Russie? Clairement, c'est Poutine qui a fait le pas décisif vers cette guerre fratricide. Mais l'engrenage, il a été mis en place par cette rivalité. À la fois un camp impérialiste avec les États-Unis et l'OTAN qui a poussé pour s'étendre jusqu'aux frontières de la Russie en développant les bases militaires, etc., etc. Et puis de l'autre côté, la bureaucratie russe, le maître du Kremlin qui défend effectivement l'intérêt de sa caste et puis d'un certain nombre d'oligarques russes. Donc c'est ce bras de fer-là. Mais moi, ce qui me révolte, c'est ça, c'est que finalement, ils ont cette rivalité et le camp occidental et impérialiste, et y compris notre propre gouvernement, à jouer avec la peau des Ukrainiens. Et ce sont eux qui ont plongé les Ukrainiens dans cet enfer des bombes. Alors aujourd'hui, qu'ils se posent en sauveurs, moi je dois vous dire que ça me révolte littéralement. Donc voilà, moi je comprends très bien ceux qui aujourd'hui en Ukraine cherchent à se défendre et à se protéger, mais clairement croire que ceux-là, on les aide pas, on n'aide pas la résistance ukrainienne. Mais qui ont Moi je pense France, l'Union européenne. Mais ceux qui ont été les responsables, ceux qui ont été les fauteurs de guerre, on s'en remet encore à eux. Moi je pense que voilà. Alors comment vous les aideriez, vous, faire passer le camp occidental impérialiste pour la blanche colombe qui va venir sauver les peuples, alors même qu'ils ont été au cœur même du problème, c'est se tromper, c'est se tromper cruellement. Mais est-ce que vous voulez aider les peuples? Comment vous les aidez, vous, concrètement? Alors, comment ce matin vous aideriez le peuple ukrainien? Non mais moi je sais très bien qu'on me met toujours au pied du mur. Alors pendant des décennies et des décennies, ceux qui dirigent ce monde nous plongent dans des situations catastrophiques et on demande à Madame Arthaud d'arriver et d'avoir la solution. Moi, la solution, ce que je pense, c'est qu'elle viendra des peuples. Candidate à la présidentielle, on vous demande qu'est-ce que vous feriez si vous êtes allé. Mais je tiens quand même à souligner la responsabilité écrasante de nos dirigeants qui nous mènent vers la guerre. Qui est responsable de cette misère du monde? Qui? Dites-moi. Alors moi, ma conviction profonde, c'est que la solution, elle viendra des peuples eux-mêmes, de ceux justement qu'on essaye de faire s'entretuer en ce moment. Ça viendra de leur réaction. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'utopie quand vous voyez la détermination de Vladimir Poutine? Est-ce que c'est pas un peu utopique de dire la solution viendra des peuples? Non, l'utopie, c'est de croire que ce sont les dirigeants en place, les maîtres du monde, et je parle bien sûr de la première puissance impérialiste qui va résoudre le problème. Ils mettent le monde en coupe réglée, et ce n'est pas que l'Ukraine, c'est le monde entier. C'est ce qui se passe au Moyen-Orient, parce que des guerres, il y en a aussi au Moyen-Orient. C'est ce qui se passe en Afrique. La France, sauveuse de l'Afrique, ça fait combien? Mais depuis toujours, on nous raconte ce conte de fées. Même quand elle est allée coloniser l'Afrique, c'était la sauveuse de l'Afrique. Allez, on va parler des conséquences... Des conséquences domestiques de cette guerre. Les prix augmentent, prix de l'essence, prix des matières premières. Qu'est-ce que vous pourriez proposer pour aider les Français à faire face? Oui, alors, et même sur les sanctions, je tiens quand même à dire que les premiers qui en souffriront, ça sera les travailleuses, les travailleurs russes, les retraités russes, tous ceux qui sont déjà dans la misère, et ils en souffriront, mais énormément. Je tiens quand même à le dire parce que là, voilà, on oublie toujours finalement les souffrances qu'on inflige au peuple. Mais je tiens aussi à dire qu'on tue avec des bombes, c'est vrai, mais on tue aussi en fomentant la misère.
Ça, on tue aussi comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle je suis contre ces sanctions. Et par ailleurs, oui, ça aura des effets. Au niveau domestique. Ça en a déjà aujourd'hui. Mais vous voyez, déjà aujourd'hui, moi, ce qui me marque, c'est que rien que de dire il y aura des sanctions, alors même qu'elles n'ont pas été effectives, le prix du baril de pétrole flambe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de la spéculation. Ça veut dire qu'il y a des profiteurs de cette guerre aujourd'hui. Les Total, les Cargill, les Louis Dreyfus, les grands armateurs, ils en profitent déjà. Mais c'est quand même dingue. Mais qu'est-ce que vous faites pour aider les Français à faire leur plein d'essence? Hier, Emmanuel Macron a promis une nouvelle aide sur l'essence. C'est une bonne nouvelle, ça, pour vous? Eh bien, ma solution, c'est d'aller prendre sur les profits exceptionnels de toute cette spéculation, de tous ces profiteurs de guerre. On va les prendre, on va les taxer, oui, et puis comme ça, peut-être qu'on arrivera à diminuer un petit peu les taxes et à les supprimer, même les taxes que nous payons. Mais moi, je crois aussi que le problème essentiel, vous savez, ce sont les bas salaires, ce sont les petites pensions de retraite. C'était déjà des problèmes avant qu'il y ait cette flambée des prix. C'était déjà un problème, puisque c'était à partir de là qu'il y avait eu l'irruption de ce mouvement des Gilets jaunes. Donc c'était déjà un problème, mais là effectivement, ça devient urgent. Dans votre programme, vous proposez d'exonérer les travailleurs de taxes sur les carburants. Donc les travailleurs, c'est comment est-ce que vous faites le distinguo, en fait? Mais de façon générale, moi je suis contre que les femmes et les hommes des classes populaires du monde du travail payent des taxes. Et je suis pour ces fameuses taxes indirectes qui pèsent. Mais je suis pour que ces taxes elles soient payées justement par les profits, ces profits qu'on voit s'accumuler. Mais moi, le cœur de mon programme, c'est de dire il faut l'augmentation générale des salaires, des allocations et des pensions. Et que ces salaires soient indexés sur l'inflation. C'est-à-dire qu'ils augmentent automatiquement avec l'inflation mesurée. Mais je dirais même, mois après mois, qu'on n'attende pas un an. C'est-à-dire d'avoir perdu de cette appauvrie. Et puis, donc, il faut l'indexation. Dans votre programme, il y a une augmentation de salaire de 300 €. Il y a le SMIC qui est porté... 300, 400 ou 500 € même. Il y a le SMIC qui est porté à 2 000 €. Les pensions de retraite qui ne peuvent pas être inférieures à 2 000 €, c'est ce que vous dites. Comment vous financez tout ça? Mais je finance tout ça comme on finance aujourd'hui les dividendes de certains. Comment fait-on pour que le plus riche de France, c'est Bernard Arnault. Bernard Arnault, il encaisse 2 SMIC par minute. 2 SMIC par minute. Vous entendez ça? Et c'est vrai, mais d'un certain nombre de grandes familles bourgeoises qui n'ont jamais été aussi riches. Donc ce sont les riches entrepreneurs qui financent. Il faut prendre sur ces profits, sur ces fortunes. Vous chiffrez à combien tout ça? Vous savez, ça ne sera pas suffisant. Eh bien, rien que les 137 milliards qui ont été annoncés pour les 40 premières entreprises en France, ça fait 3,4 millions d'emplois. Vous vous rendez compte? Rien qu'en prenant sur les dividendes des 40 plus grandes entreprises, on crée 3,4 millions d'emplois payés à 2 000 €, cotisations comprises. Donc vous vous rendez compte l'argent qu'il y a dans la société? Si, il y a de l'argent. Et si vous me dites qu'il n'y en a pas, moi, l'autre mesure que je défends, c'est l'abolition du secret des affaires, c'est-à-dire la possibilité pour les travailleurs d'aller voir l'argent qu'il y a dans ces grands groupes, parce qu'il y a de l'argent. Il faut qu'on lève le voile sur les circuits de l'argent. Alors, dans les autres mesures qu'il va falloir financer aussi, il y a l'abaissement du temps de travail sans baisse de salaire. Vous parlez de la retraite à 60 ans aussi dans votre programme. Ça fait partie des choses que vous pouvez faire passer avec ce que vous venez de décrire. C'est-à-dire on prend l'argent du côté des profits. Et tout ça est suffisant pour financer l'ensemble de votre programme? Mais bien sûr que c'est suffisant. Bon, avec cette possibilité d'aller voir l'argent, on le mesurerait très concrètement. Mais juste, voilà une question. Pourquoi ce qui était possible il y a 30 ans, en termes de retraite, de droit à la retraite, ne le serait plus aujourd'hui? Pourquoi? La société s'est-elle appauvrie? Est-on moins capable de produire? Est-ce qu'on a vu une chute vertigineuse de la productivité? Il y a quand même une désindustrialisation. Il y a quand même une désindustrialisation massive du pays. On a un problème de déficit de la balance commerciale. Enfin, on voit bien que la capacité de production de la France a quand même globalement beaucoup baissé, non? Sauf que apparemment, ça n'empêche pas une minorité de s'enrichir comme jamais. Ça n'empêche pas les profits d'exploser. Donc, non, tout le travail qui est réalisé, de toute façon, il vient des travailleurs eux-mêmes. Donc moi, je pense que la priorité, elle doit être aux salaires, aux emplois et aux retraites. Et dernière question, Emmanuel Macron a dit hier qu'il refusait de débattre avec les candidats d'ici le premier tour. Vous le regrettez?
Bah oui, bien sûr, je le regrette. En fait, de toute façon, c'est un cirque électoral, hein, tout ça. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas d'égalité. C'est comme dans la société. Il y a ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas. Bah, il y a des grands candidats et les petits candidats. C'est vraiment le reflet complet du mode de fonctionnement de notre société tout entière. Merci Nathalie Arthaud, merci beaucoup.